Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, condamné à 5 ans de prison ferme pour un délit d'association de malfaiteurs. La peine inclut une amende de 100 000 €. Elle est assortie d'un mandat de dépôt différé avec exécution provisoire. Écoutez bien, mandat de dépôt différé avec exécution provisoire. Cela signifie que même s'il fait appel, il sera incarcéré, mais l'incarcération ne sera pas immédiate. Il est convoqué le 13 octobre, qu'on sait, première fois qu'un ancien président de la Ve République est condamné à la prison ferme, avec perspective d'incarcération. Donc, voilà, on en est aujourd'hui. La polémique est immense, évidemment, le choc est grand, en même temps, certains, on voit très très, disent oui, il l'a mérité, regardez ce qu'il a fait à ce genre de choses, il l'a cherché, il a ce qu'il méritait, d'autres disent non, c'est un scandale. On va essayer de démêler tout cela avec Jean-Marie Viala. Bonjour Jean-Marie Viala. Bonjour André. Bonjour maître, vous êtes avocat, vous avez reçu déjà à plusieurs reprises avec plaisir. Vous venez de publier, on en reparlera longuement plus tard, Justice et romantisme, un livre tout à fait intéressant aux éditions du Lys d'Or. Alors, de quoi cette condamnation assortie de, mandat de dépôt exécution provisoire, de quoi est-il le nom? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que on dit, mandat de dépôt, différé, exécution provisoire. L'avocat que vous êtes, on aimerait peut-être éclaircir cela. Bon, d'abord, sur un plan purement technique. Oui. Les magistrats, les juges du fond, ont bien entendu toute latitude, lorsqu'ils prennent leur décision, de prononcer un mandat d'arrêt, un mandat de dépôt, donc, à l'audience. Oui. Ce mandat de dépôt, il est justifié la plupart du temps parce que on sait que si ce monsieur qui a été, ou cette dame qui a été condamnée, fait appel, l'appel étant à ce moment-là suspensif, puisque le jugement correctionnel lui-même est pratiquement annulé, puisqu'on va attendre la décision de la cour d'appel, on veut éviter la fuite. De celui qui en profite pour prendre le large, etc. Voilà. D'accord. Donc, alors, la première chose, techniquement, sur laquelle on peut s'étonner, c'est qu'on parle beaucoup du mandat de dépôt concernant M. Sarkozy, avec exécution provisoire. Oui. Là, il faut savoir quand même que lorsqu'on parle à un avocat extérieur à un dossier, il n'a pas le dossier. Non, mais d'accord. Mais donc, mais justement, quelles que soient les raisons employées ou quoi que ce soit, il y a une chose qui nous étonne, si vous voulez, surtout les avocats pénalistes dont j'ai l'honneur de faire partie, c'est que un mandat de dépôt est exécutoire. Ça veut dire qu'il doit être tout de suite, il va en prison tout de suite, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'il sort de la session du tribunal, il est conduit en prison. Il sort pas. Comme M. Alexandre Joury, est condamné pour la même affaire. On vous a montré l'ambiance qu'il y avait dans le tribunal, c'est qu'on a vu arriver des tas de policiers qui tout d'un coup se sont mis derrière les prévenus. C'est ça. Et pourquoi? Parce que immédiatement, menottes et prison. Voilà. D'accord. Ok. Donc, le terme exécution provisoire me paraît superfétatoire. Oui, alors pourquoi? Alors justement, première question, pourquoi ils l'ont pas fait? On laisse tout jugement de valeur ou moral. Pourquoi ils l'ont pas fait pour Sarkozy, à votre avis? Pourquoi ils l'ont pas dit? Puisque c'est un mandat de dépôt, monsieur Sarkozy, que tout ex-président que vous soyez, vous partez en prison. Oui, mais c'est exactement ce qui se passe. C'était la logique, normalement. C'est exactement ce qui se passe, c'était pas la peine de rajouter avec exécution. Bon, ça c'est la première chose. Là où on est étonné une deuxième fois, et c'est là que je disais que, en étant extérieur à au dossier, je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont pu pousser le tribunal à vouloir différer. Oui, alors différé, oui. Comment expliquer qu'on a peur que quelqu'un s'enfuit quand on diffère son arrestation? C'est-à-dire qu'il sort du tribunal libre, d'ailleurs il l'a bien montré, puisqu'il a usé de la parole, ce qui était son droit en sortant du tribunal. Il aurait très bien pu, dès le soir même, prendre un avion pour aller n'importe où, puisque c'était différé. Donc, ce mandat d'arrêt
qui est exécutoire immédiatement et qui est différé, qui théoriquement est basé sur la crainte du fait que le prévenu s'enfuit, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre en tant qu'avocat, et je dois dire que si j'avais la chance demain matin de me trouver dans un dossier de cette nature, je combattrais exactement les choses de la manière dont je viens vous l'exprimer. Parce que je trouve ça absolument anormal. C'est aberrant même. Et complètement aberrant. D'autant plus que je suis très attaché, je sais bien que souvent il m'est arrivé de rappeler cette notion élémentaire qui est la présomption d'innocence, dont je dois le dire, et je vais employer le mot parce qu'il faut bien rire un peu de temps en temps, mais c'est pas marrant, dont un peu tout le monde se fout, c'est-à-dire que la présomption d'innocence, elle est balayée dans ce cas précis, de la manière la plus terrible. C'est-à-dire que quelqu'un qui est présumé innocent dès lors qu'il a fait appel, on doit attendre que la cour d'appel statue sur sa culpabilité, eh bien, il faut absolument qu'il aille en prison pour pouvoir prouver son innocence. Alors, vous me direz, et là, on va encore parler technique, mais ça va interroger un certain nombre de personnes, d'autant qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de haine de la part des magistrats. Alors, je reviendrai sur ce terme. En attendant, si les gens parlent de ça, c'est pourquoi ? Parce qu'il s'agit quand même d'un ancien président de la République. Oui. Est-ce qu'il est au-dessus des lois ? Non. Bien sûr que pas. S'il est coupable, il doit être puni de cette culpabilité. Oui. C'est impératif. Et il ne faut pas faire comme tous les commentateurs auxquels vous n'appartenez pas, cher André Berkoff. Non mais, juste un mot, je vous interromps, Maître Viala. Je voudrais revenir à votre explication qui me paraît effectivement cohérente. Je voudrais savoir, exécution provisoire, donc, on dit, voilà, mandat d'exécution différé. Je voudrais revenir là-dessus. Mais tout se passe comme si, encore une fois, nous on est extérieurs, moi je ne suis pas avocat, tout se passe comme si on dit, attendez, c'est vrai que vous avez fait appel, mais normalement, alors je voudrais demander, l'appel n'est-il pas suspensif ? Oui. C'est-à-dire, il n'est pas exécutoire. Donc, tout se passe, je pose ma question, tout se passe comme si on vous dit, attention Nicolas Sarkozy, que ce soit quelques jours ou quelques mois, on ne sait pas, on va voir quand la cour d'appel va intervenir, il faut que vous fassiez de la prison. Voilà. Il faut qu'on vous voit, menottes aux mains, entrer dans la prison. C'est ça quand même. Voilà. Ouais. Alors, vous savez que ce qu'il y a de terrible, c'est que, bon, on peut faire toutes les recherches qu'on veut. Ce sont des choses auxquelles je veux qu'ils soient changés. Je veux que ces choses soient changées à l'avenir. Mais ça, c'est une réforme du droit et de la procédure pénale, si vous voulez, dont je suis un grand défenseur, qui n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui dans son application. Mais en attendant, ça veut dire tout simplement que comme ces 5 ans, on fait un mandat, comme ça, il est obligé d'aller en prison et de saisir la chambre de l'instruction pour demander la main levée du mandat. C'est à lui de saisir la chambre de l'instruction. Mais il le saisit de la prison. De la prison. Obligatoirement. Il peut pas le faire avant. Non. Non. C'est-à-dire que le 13 octobre, comme c'est prévu, il doit se retrouver devant le juge qui va proclamer son entrée en principe, on verra bien. Voilà. Mais alors, justement, allons un peu plus loin quand même. Qu'est-ce que ça traduit ? Vous parlez de la haine. Je ne sais pas si c'est la haine, Maître Viala. Est-ce que c'est pas quand même, encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire sur Sarkozy, et franchement, beaucoup de choses. Alors ça n'a rien à voir avec le procès, encore que négatif sur Sarkozy. On ne peut pas reparler de ce qui s'est passé, comment ils se sont assis à Lisbonne sur le référendum de 2005. On est d'accord. Hein, et puis d'autres choses sur l'immigration, sur la vente de l'or, sur la réintégration de l'OTAN. Beaucoup de gens sortent de ça, mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Vous avez dit. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque part un règlement de compte ? Comme il y a eu, je le dis par exemple, pour François Fillon, encore une fois. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui paraît... Alors, dites-moi, et vous me dites dans le règle du droit, non pas du tout, ou pas. M'intéresse d'avoir évidemment votre avis là-dessus. Si vous voulez, j'ai un avis extrêmement partagé, et non pas chèvre et chou. J'ai un avis partagé, c'est-à-dire que d'abord, première chose, j'ai un très grand respect, et vous le savez, pour l'institution judiciaire. J'ai défendu souvent les magistrats. Je vous parlais en d'autres occasions de l'affaire d'Outreau, où je me suis levé pendant la commission parlementaire en disant, si vous m'avez fait venir pour dire du mal des magistrats, il fallait me prévenir, je ne serais pas venu.
Parce qu'il y a, chez les magistrats, comme chez certains avocats, des choses qui sont parfois ne sont pas très correctes. Ça vient du fait que le respect des magistrats et le respect des avocats, non plus, je tiens à le dire, n'est pas non plus à l'ordre du jour. Nous ne sommes pas, nous les avocats, considérés comme des gens importants dans les décisions de justice par beaucoup trop de magistrats. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils nous aiment pas? Est-ce que c'est une façon d'être? Est-ce qu'on n'aime pas M. Sarkozy, donc on va lui donner des peines qu'on n'aurait pas données à d'autres? Ça, c'est quelque chose qui m'insupporte que le citoyen français puisse penser. Bah, écoutez, le citoyen français, Jean-Marie Viala, il voit les choses, le citoyen français. Il se dit quand même, qu'est-ce que c'est que ces 2 poids 2 mesures? Vous le savez très bien, on va pas inciter. Personne ne peut dire, et je ne pense pas vous non plus, encore une fois, il n'y a pas généralisé, il n'y a pas tous les avocats dans le même panier, et évidemment, et tous les magistrats dans le même panier, ce serait ridicule. Il n'empêche qu'il y a 2 poids 2 mesures. Encore une fois, je rappelle un certain nombre d'affaires, dont l'affaire Fillon. Mais, c'est-à-dire, on a l'impression quand même, cette histoire, moi, si vous voulez, et encore une fois, je suis pas le seul, c'est l'histoire de prison. Encore une fois, on revient là-dessus, mais c'est important. Ils auraient pu faire un appel, on vous condamne, d'accord, à 5 ans de prison, c'est bon, c'est pas bon, c'est juste, c'est pas juste, c'est notre problème. Mais pourquoi cette nécessité? Ne me dites pas qu'il n'y a pas quelque chose là-dessous. Cette nécessité qu'il soit sous les barreaux, ne fût-ce que 48 heures. Mon cher André, j'espère que vous avez tort sur ce plan-là, mais je suis bien obligé de vous rejoindre sur la question que je me pose à cet égard. Et j'avoue que là, vous en parlez de manière aisée, parce que vous êtes journaliste. Il se trouve que moi, je suis avocat et que je me trouve tous les jours devant des tribunaux où j'ai peux avoir la crainte, et j'avoue l'avoir de plus en plus, que les mots que je vais prononcer, et pourtant je le fais toujours avec une extrême courtoisie, encore une fois ça rejoint ce que je dis toujours, j'ai beaucoup de respect pour le terme de la magistrature, mais je me demande si demain matin je ne peux pas moi-même, en tant qu'avocat, être mal pris et mon client payer ce que je suis. Donc vous voyez, on se fait de l'autocensure, et j'avoue que cette chose-là, cette ambiance-là, et d'ailleurs tiens, je vais reprendre ce terme de l'ambiance. Un peu délétère, d'après ce que vous dites. Cette ambiance, je vais la reprendre et vous allez comprendre pourquoi je la reprends. Nous avons un ministre de la Justice ancien qui, comment dirais-je, lorsque nous avons eu l'affaire d'Outreau, a été le premier, et là, je lui en serai toujours reconnaissant, parce que je sais que Dupond-Moretti est souvent aussi très critiqué, a été le premier à dire... Tout ça, ça vient de l'ambiance qui règne. Eh bien voilà, c'est l'ambiance qui règne aujourd'hui. Oui. Alors on a un auditeur, je crois, ou pas? Non, on n'a pas d'auditeur. Donc on n'a pas d'auditeur pour le moment. Oui, mais il faut pas l'annoncer à ce moment-là. Je voulais vous dire ça. D'accord. Vous dites par rapport à cette ambiance, Maître Viala. Mais encore une fois, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que on n'est pas dans le corporatisme, vous non plus et moi encore moins. Mais il y a quand même quelque chose, encore une fois, qui frappe. Moi, et vraiment, c'est la seule chose. Encore une fois, on peut dire de Sarkozy beaucoup de choses. Est-ce que nous l'avons, l'auditeur? Ah, nous avons Xavier. Alors, bonjour là, Xavier. On vous attendait, Xavier. Oui. Bonjour, André, bonjour. Sud Radio. On vous écoute, Xavier. Bah, moi, je trouve ça plutôt sain dans une démocratie mûre, qu'on soit capable de défendre les gens puissants, et ça renverse un peu, la fameuse phrase de La Fontaine, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et ben c'est fini l'impunité, c'est terminé l'impunité des politiciens qui, grâce à leur réseau, grâce à leur pouvoir, arrivaient toujours à échapper aux condamnations. C'est terminé. Donc c'est un très très bon signal que la justice envoie au monde politique et aux citoyens de dire voilà, désormais, que vous soyez président de la République, président de région, maire de grande ville, vous pouvez aller en prison, comme Mohamed du 93 qui a été chopé en train de dealer en bas de sa cité. Parce que moi, je trouve que c'est beaucoup plus grave qu'un président de la République en devenir et fomenter une corruption organisée au plus haut niveau de l'État. C'est beaucoup plus grave, à mon humble avis, que Mohamed qui vend du shit en bas de la cité, vous voyez. Parce que ça remet en cause
toute la structure de la société, quand les élites organisent et fomentent la corruption, c'est bien plus grave qu'un vendeur de shit en bas de sa cité. D'accord, Xavier. En tout cas, alors, justement, il pose, voilà une partie de l'opinion publique. Jean-Marie Viala dit, écoutez, Sarkozy, apparemment, et vous le dites vous-même, il y a des raisons que les juges, il est condamné. Eh bien, c'est pas mauvais que même un président de la République, un ex-président de la République soit condamné. Ça prouve que personne n'est au-dessus des lois. Vous répondez quoi? Je vais répondre simplement ceci, c'est que ça n'est pas non plus parce qu'on est président de la République ou ancien président de la République qu'on doit être particulièrement condamné. Et moi, je trouve très bien qu'on soit condamné dès lors qu'on ait commis des méfaits. La comparaison que fait ce monsieur est extrêmement gentille. Il croit qu'elle sert son affaire, mais elle le dessert complètement. La différence qu'il y a entre celui qu'il appelle Mohamed et qui vend du shit en bas des cités, s'il en parle, c'est qu'on l'a attrapé et qu'il était en train de vendre du shit. Là, en ce qui concerne monsieur Sarkozy, ou n'importe qui d'autre à sa place, le tribunal a reconnu qu'il n'y avait aucune preuve des méfaits qu'on lui reprochait. Donc voilà, moi s'il y avait des preuves qu'on reproche à M. Sarkozy, je serais le premier, tant pis, à applaudir que quelle que soit la place de la personne qui est accusée, il soit condamné dès lors qu'il y a des preuves. C'est vrai, je rappelle simplement qu'il a été relaxé par le même tribunal des chefs d'accusation de financement illégal de campagne, de corruption passive, de recel de détournement de fonds publics libyens. C'est-à-dire ça, il a été relaxé. Donc, non-lieu, simplement, ils ont dit, voilà, association de malfaiteurs. On va continuer d'en parler avec Maître Jean-Marie Viala, et je crois que nous avons d'autres auditeurs. Une auditrice, oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, on prend Sophie, et Sophie, vous nous attendez, vous restez avec nous, il y a Samy aussi, vous ne bougez pas. Après cette petite pause, on se retrouve pour parler de faut-il juger un ex-président de la République? Oui, mais comment? C'est la question. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Nous sommes donc en ligne avec Sophie qui nous appelle de Biarritz. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour André. Je voudrais juste, si vous m'autorisez, vous poser ou relever 2 points. Oui. Dans la mesure où d'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec Xavier qui mélange tout, à mon avis, mais je suis pas experte en droit. Dans la mesure où les 3 premiers chefs d'inculpation sont tombés, le 4e en découlant, je ne comprends pas pourquoi il a été retenu. Donc là, c'est une chose que je demande. Et puis, alors ça, c'est peut-être une question idiote, mais dans la mesure où le document de Mediapart serait un faux, est-ce qu'il n'y aurait pas vice de procédure et à partir de ce moment-là, dans la mesure où c'est reconnu par la justice, eh bien, écoutez, il n'y a plus de procès, quoi. Alors, deux questions. Alors, première, effectivement, ce que disait Sophie. Alors, puisque les 3 premières, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'association de malfaiteurs? Est-ce qu'elle tient? Jean-Marie Viala, l'avocat. Et puis, deuxièmement, on va parler du document Mediapart. Allez-y. L'avocat va dire qu'elle tient pas, évidemment, puisque je suis avocat la plupart du temps de la défense. Oui. Donc, si j'avais à défendre ce dossier, je défendrais en disant que ça ne tient pas. C'est-à-dire que si les 3 chefs d'inculpation ne tiennent pas... Je me servirais de ça. C'est ça. Maintenant, c'est pas pour ça que je serai suivi par le tribunal. Non, c'est pas le problème. Mais je me servirais de ça. Pourquoi? Parce que l'association de malfaiteurs, effectivement, c'est une notion un peu philosophique qui dit que, en fait, on voulait pas le faire, mais on avait tout fait pour... Si on avait l'intention. Voilà. Ouais. Même pas l'intention. Même pas, ouais. Ça se préparait comme ça. Or, dans le dossier de M. Sarkozy, ça complique tout, puisque ce sont ses proches collaborateurs qui sont ministres en plus, donc il ne s'est pas associé avec eux, ils sont associés ensemble. Donc, ça, ce sont des éléments de défense d'un avocat au cas où demain il aurait à plaider, et je pense que les avocats de M. Sarkozy sont suffisamment remplis de talent pour savoir ce qu'ils ont à faire sur ce plan-là. Mais enfin, en tout cas, moi, je vous donne mon avis. Donc pour vous, ça ne tient pas. Enfin, en tout cas. Moi, ça ne tient pas. D'accord. Alors, le document Mediapart, qui a été très discuté, qui a été effectivement, rappelons que c'était en 2011, ça a joué quand même un rôle non négligeable dans la campagne électorale, Sarkozy-Hollande à l'époque. Alors, le tribunal n'a pas dit que c'est un faux, il a dit serait un faux. Il a quand même, il doute beaucoup, le tribunal. Serait probablement. Voilà, serait probablement un faux. Donc il doute de l'authenticité. Alors, il y a la polémique là-dessus. Est-ce que si on prouve que c'est un faux, est-ce que ça jette tout le reste à
à la poubelle, comme on dit. Alors déjà, il y a deux notions auxquelles vous faites allusion, qui sont très importantes. Vous dites que le tribunal a jugé que ça serait probablement un faux. Et si c'est un faux, est-ce que ça fait tomber? Alors, dans les deux cas, ça doit faire tomber. Pourquoi? Parce que c'est aussi un principe du droit. Le doute profite à l'accusé. À l'accusé. Présomption d'innocence. Voilà, d'accord. Donc, si c'est un faux, il fallait pas. Ouais. Voilà. Oui, parce que en plus, même s'il y a le doute qu'il soit un faux, déjà le doute est là. Mais voilà, c'est ce que je viens de vous dire. D'accord. Je crois qu'il y a... On va prendre un deuxième auditeur, oui, Samy, qui nous appelle de Paris. Bonjour Samy. Bonjour Samy. Oui, bonjour. Bonjour André. On vous écoute. Alors, sur le fond, je dirais que tout ça ne tient pas la route parce que il y a un halo en fait et un faisceau d'indices autour de M. Sarkozy, avec tout le respect que j'ai pour la fonction présidentielle, à savoir Éric Woerth, les aveux de Lavrieux, les paiements en espèces de Claude Guéant. Enfin, il y a un faisceau d'indices. Bon, bref, on aime bien la présomption d'innocence dans ce pays. On va faire avec, on a l'habitude, c'est une coutume. Bref, maintenant, au-delà du fond, j'ai envie de dire quand même, il faut un peu de décence. Pourquoi ? Le pays traverse une période très difficile. Les Français souffrent, les gens ont du mal à joindre les deux bouts. On est dans une justice à deux vitesses, une justice en fait pour les politiques, qui de leur côté en fait, on leur trouve en fait des excuses, ça dure de façon interminable, ça va tomber, ça va pas tomber. Et d'autre côté, c'est pas que je rejoins Xavier sur la vente de fit, mais le mec, par exemple, le SDF qui va voler un paquet de pâtes, il est condamné le lendemain directement. Et en même temps, quand vous dites les politiques, Samir, c'est droite et gauche confondues. Pardon ? Je dis, quand vous dites les politiques, c'est droite et gauche confondues. Droite, centre, gauche, nord, sud, est, ouest, pareil. Très bien. Là, vous avez bien vu le staff, en fait, Macron, le nombre de mises en examen, Thierry Solaire, enfin, la liste et les langues, en fait, j'en terminerai pas, on sera allé jusqu'à 14h, 15h, en fait, pour donner tous les noms. Donc, à un moment, il faut un peu de décence, en fait, de la part des avocats, des juges, des magistrats, des gens, en fait, parce qu'en même temps, il faut dire ce qu'il en est. Le régalien, le caractère régalien, avait été à son apogée à l'époque de Sarkozy. Bizarrement, aujourd'hui, ce régalien, à son époque, devient une sorte de malfrats politisés qui sont en train de faire des règlements de compte. Et quand bien même il y a ces règlements de compte, je pense que le citoyen mérite mieux que ça, que ce spectacle. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir ce que dit Samy, Maître Viala? Ces raisonnements de citoyen, parce que je pense que Samy est un citoyen comme nous tous, me font une peur affreuse. Pourquoi ? Parce que je sens du Saint-Just dans tout ça. C'est-à-dire que vous vous posez la question de savoir si les magistrats, pas vous, André Berkoff, mais la plupart des commentateurs se posent la question de savoir si les magistrats ont pris des décisions avec la haine. Non, mais là, il ne parle pas de cette haine-là, pardon. Il parle des politiques qui se sont trouvés pris dans la main dans le pot de confiture. Oui. Et il dit, en fait, on revient à ça, selon que vous serez puissant ou misérable, il dit pourquoi jusqu'ici, dit-il, je reprends les propos de Samy, pourquoi 2 poids et 2 mesures, et pourquoi, effectivement, quand un politique, quel qu'il soit, ou d'ailleurs qui que ce soit, un journaliste, un avocat ou autre, a fait quelque chose qui n'allait pas très bien, pourquoi ne serait-il pas condamné au même titre? C'est ça la question de Samy. Mais on est tous d'accord là-dessus. La question, alors, je ne sais pas, il pose la question à un journaliste ou à un avocat. S'il pose la question à un journaliste, le journaliste qui est intelligent comme vous l'êtes, vous allez lui dire, écoutez, je ne sais pas de quel dossier vous parlez, je n'en ai pas du tout le moindre détail, donc je ne peux pas vous répondre. S'il parle à l'avocat, l'avocat va lui répondre tout simplement la norme absolue, c'est-à-dire que ce que je dis est toujours et que je crie, on ne transforme jamais un coupable en innocent, ça n'existe pas. Il y a certains confrères qui ont fait toute leur carrière sur cette prétendue possibilité, alors qu'en réalité, il s'agit de vices de procédure qui faisait élargir les gens parce qu'on ne pouvait pas les juger. Mais ça ne les transformait pas en innocents. Vous savez très bien de qui je parle et de quoi je parle quand je parle de ça. Donc, la question... Oui, on utilise des arguments de vice de procédure, alors que la personne est visiblement coupable, mais bien sûr. Mais parce que par des, comment on dirait, par des magouilles du droit, je pourrais dire quand même quelque part. Non, n'employez pas le terme magouille, parce que, écoutez, j'étais à Versailles, et je le dis parce que pour une fois que j'ai eu affaire à un président magnifique,
République qui est descendu dans le tribunal pour saluer tous les avocats, ça m'était jamais arrivé. Il est venu nous saluer tous, tout ça, et Dieu sait s'il savait que je venais là pour hurler beaucoup. Et donc, si vous voulez, ne dites pas magouille. Peut-être pas magouille, mais enfin, il y a des artifices, disons. Non, c'est pas des artifices. Là, je viens d'attaquer une chose très importante qui, j'espère, le Conseil constitutionnel la prendra en charge. J'en ai assez que le parquet puisse citer directement des gens devant un tribunal sans qu'il y ait une enquête à charge et à décharge. Bien. C'est un truc très important, parce que si jamais je gagne, ça fout en l'air à peu près tout ce qui est fait actuellement sur le plan de la procédure pénale. Mais le procureur de la République m'a salué quand je suis parti, et le président aussi. Je n'ai pas eu de heurts, je n'ai pas eu de peine. Oui, mais c'est pas le problème. Mais si, parce qu'on peut finir par avoir peur au bout d'un moment. Donc, et s'auto-censurer. Voilà. C'est ça. On peut finir par avoir peur. Et il est hors de question que les avocats finissent par avoir peur de dire ce qu'ils ont à dire et de faire ce qu'ils ont à faire. Et encore une fois, ce monsieur qui vient d'appeler, qui est certainement très intelligent, parce qu'il a réfléchi au problème, il faut quand même qu'il sache que aucun avocat ne transforme en coupable en innocent, car ce n'est pas l'avocat qui rédige les jugements, ni les arrêts, ce sont les juges. Non, bien sûr. Mais ça, c'est évident. Et d'ailleurs, on sait très bien que même un vice de procédure, comme vous dites, ne transforme pas le coupable en innocent. Il reste simplement, peut-être, il échappe à un certain nombre de sanctions. Voilà. C'est un avocat qui ne soulève pas les nullités d'un dossier quand il défend quelqu'un pourrait très bien être assigné en responsabilité demain devant l'ordre des avocats parce qu'il n'a pas fait son métier. Jean-Marie Viala, ça c'est autre chose. Ça, l'avocat, il est là pour défendre son client. On va pas reprocher à l'avocat de pas défendre son client. Non, le problème que posait Samy, juste parce qu'on va terminer là-dessus, je crois que c'est un problème beaucoup plus, général. Le vrai problème, il est quoi? Il est que, et c'est un ressenti, vous avez raison, et c'est tout le problème de la justice face au ressenti de citoyens, c'est de dire, visiblement, il y a eu un certain nombre de choses, et il citait un certain nombre de faits que l'on connaît et que la justice connaît et qui sont pas très très reluisants, et il disait voilà, il faut quand même que la justice montre qu'elle est, et en fait il est là le problème, il est très difficile et il est pas nouveau, de La Fontaine en parlait il y a 3 siècles, donc c'est que la justice ne fasse pas du 2 poids et 2 mesures. Vraiment, c'est ça le vrai problème. Eh bien, ce monsieur a raison, et il faut qu'il sache de manière définitive que nous sommes tout à fait d'accord avec le fait qu'il n'y a pas de petit ou de grand en matière de justice, mais il faut quand même que quand on est un citoyen normal, avant de condamner à l'avance ce qu'on n'a pas fait ou qu'on a fait, il faudrait quand même savoir de quoi on parle. Le dossier. Je crois que nous avons on a Jérôme. un dernier auditeur. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Écoutez, alors je me permettrai pas de faire la synthèse, j'en ai sûrement pas la capacité, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et moi je retiens effectivement ce que disait votre spécialiste. Jean-Marie Gallard. Jean-Marie Gallard. Il ne faudrait pas que tous les Français se prennent pour Saint-Just. Mais malheureusement, le peuple a faim. Le peuple a faim des têtes. C'est pas aujourd'hui. Il faut donner des têtes au peuple pour qu'il soit rassasié, un peu de jeu et un peu de pain. Donc la condamnation de M. Sarkozy, je trouve qu'elle est très choquante. En tout cas, sur ce type de motif. Que ce soit pour M. Sarkozy, pour M. Mitterrand avec Mazarine et les affaires Urbain au niveau du PS à l'époque. Bon, il n'est pas allé en prison, M. Mitterrand. Heureusement pour lui. Non, mais heureusement pour lui. Mais je veux dire, ça donne une image de la France qui est délétère. Ouais. Et à force, je dirais, de crucifier le politique, on finira par avoir que des médiocres. Je pense qu'à un moment donné, il y avait des choses, effectivement, qui s'appelaient à l'époque, alors la raison d'État, etc. Et il faut bien que les gens sachent que des gens se salissent les mains pour nous, tous les jours. Donc, moi, il y a des limites, effectivement, à la dignité et au niveau des droits de l'homme à pas dépasser. Mais à force, je dirais, de faire ça, moi je crois que ça pose le problème du contre-pouvoir politique. C'est-à-dire, il n'y a plus de... Il n'y a plus de contre-pouvoir, c'est vraiment là le problème. Vous avez tout à fait raison, Jérôme. Voilà, c'est tout ce que je me permets de dire. Les médias, la justice et les politiques, aujourd'hui, je crois que ce que veut le Français, c'est des résultats.
Je me permets la comparaison, quand Bernard Tapie avait dit « j'ai très bien compris comment je vais devenir champion d'Europe », il l'était 4 ans après. Donc au bout d'un moment, je crois que ce qu'on demande, c'est des résultats. Tout en respectant, on va dire, principalement les règles de base des droits de l'homme. Mais après, on s'en fout. Ouais. Ce qu'on veut, c'est des résultats. Ce que vous voulez, c'est que la France ne soit plus avec 3 400 000 milliards de dettes, par exemple. Hein, Je rajouterais, comme disait Michel Rocard, effectivement, qu'on n'accepte pas toute la misère du monde et qu'à un moment donné, on prenne notre part. Moi, je crois que notre part, on l'a prise. Et maintenant, il faut passer à des choses... Si on ne traite pas les problèmes républicains... Tout à fait. Ça va déraper plein de fer. Merci Jérôme. Un mot sur l'avenir de cette histoire, Maître Viala, sur l'avenir de cette histoire, c'est la justice qui le dira. Est-ce qu'on peut augurer de quoi dans cette histoire? Bien, mon ami, mon excellent confrère Stéphane Goldenel disait une chose l'autre jour avec laquelle j'étais entièrement d'accord, et pourtant je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Je suis très triste de ce qui se passe en ce moment, au niveau de la justice. Parce que c'est mon métier, c'est notre métier de tous les jours. Et justement, on défend tout ce système-là parce qu'on veut que la justice reste la colonne vertébrale de la démocratie. Encore faut-il peut-être réformer, peut-être quelque part, ce système. Beaucoup de choses sont à réformer. Voilà.